Le collier de vérité, Jean Massé. Il était une fois une petite fille qui mentait à faire plaisir. Cela ne paraît pas grand-chose à certains enfants de mentir, et un petit mensonge, un gros, au besoin, s'il les sauve d'un devoir, d'une punition, s'il leur vaut un plaisir, ou s'il leur donne une satisfaction d'amour-propre, leur semble ce qu'il y a de plus légitime au monde. Or, notre petite fille en était là. Pour elle, la vérité était une chose qui n'existait pas, et toute excuse était bonne pourvu qu'elle se fît accepter. Longtemps, ses parents furent dupes de ces histoires, mais ils s'aperçurent à la fin qu'elle leur en contait, et de ce moment, ils n'eurent plus la moindre confiance en elle. Après avoir essayé inutilement de tous les moyens, le père et la mère de la petite fille résolurent de la conduire à l'enchanteur Merlin, qui était célèbre alors par toute la terre et qui fut le plus grand ami de la vérité qui ait jamais existé. Aussi lui amène-t-on de tous les côtés les petits enfants menteurs pour qu'il les guérît. Il habitait dans un palais de verre dont tous les murs étaient transparents, et jamais il n'eut la pensée de déguiser une seule de ses actions ou de faire croire ce qui n'était pas, ni même de le laisser croire en se taisant quand il aurait fallu parler. Il reconnaissait à l'odeur les menteurs d'une lieue à la ronde, et quand la petite fille arriva près de son palais, il fut obligé de faire brûler du vinaigre pour purifier l'air, car il se sentait devenir malade. La mère, dont le cœur battait bien fort, voulut lui expliquer la vilaine maladie dont sa fille était atteinte, et déjà elle commençait, en rugissant, un discours un peu confus, la honte lui brouillant les idées, mais l'enchanteur Merlin l'arrêta dès les premiers mots. « Je sais de quoi il s'agit, ma bonne dame. Il y a 1 heure que je sens venir mademoiselle. C'est une menteuse de première force, et elle m'a fait passer un mauvais moment. » Les parents reconnurent que la renommée ne les avait pas trompés en prenant le savoir de l'enchanteur, et la petite fille, couverte de confusion, ne savait plus où se mettre. Elle se réfugia dans les jupes de sa mère, qui l'abritait de son mieux, effrayée de la tournure que prenait l'entrevue. Le père se mit devant elle pour la protéger à tout risque, car la mine de l'enchanteur n'avait rien de rassurant. Ils avaient bien envie qu'on guérît leur enfant, mais doucement et sans lui faire de mal. « Ne craignez rien, dit Merlin, en voyant la peur de ces gens. Je n'emploie pas la violence pour guérir ces sortes de maladies. Que mademoiselle me permette seulement de lui faire un cadeau qui, je crois, ne lui déplaira pas. » Il ouvrit une armoire et en tira un magnifique collier d'améthyste admirablement monté avec une agrafe en diamant d'une eau incomparable dont l'éclat éblouissait. Il le passa au cou de la petite fille et congédiant ses parents d'un geste bienveillant. « Allez, dit-il, et n'ayez plus de soucis, votre fille emporte avec elle un sûr gardien de la vérité. » La petite fille, rouge de plaisir, se retirait en toute hâte, bien ravie d'en être quitte à si bon marché, quand l'enchanteur Merlin la rappela. « Je viendrai chercher mon collier dans 1 an, lui dit-il. D'ici là, je vous défends de le retirer. 1 seule minute de votre cou, si vous l'osiez, malheur à vous. »« Oh, je ne demande pas mieux que de le garder toujours, il est si beau, dit-elle. Afin que vous le sachiez, ce collier n'était autre que le fameux collier de vérité dont il est tant parlé dans les vieux livres, qui dévoilait toutes les espèces de mensonges. Le lendemain du jour où notre menteuse était rentrée chez elle, on l'envoya à son école, et comme elle avait fait une longue absence, toutes les autres petites filles s'empressèrent autour d'elle, ainsi qu'il arrive toujours en pareil cas.
Ce ne fut qu'une exclamation sur la beauté du collier. « D'où vient-il? Et toi-même, d'où viens-tu comme cela ?» lui cria-t-on de tous les côtés. Revenir de chez l'enchanteur Merlin, on savait dans ces temps-là ce que cela voulait dire, car il était bien connu pour être le médecin des menteurs. La demoiselle n'eut garde de se livrer. Ainsi elle dit « J'ai été bien longtemps malade, dit-elle, effrontément, et pour ma convalescence, mes parents m'ont donné ce beau collier. » Un grand cri se fit entendre, poussé par toutes les bouches à la fois. Les diamants de l'agrafe, qui étaient de feu si vif, s'étaient éteints tout à coup et venaient de se changer en verre grossier. « Eh bien oui, j'ai été malade. Qu'avez-vous à tant crier ?» Sur cette récidive, les améthystes se métamorphosèrent à leur tour en vilains cailloux jaunâtres. Au nouveau cri qui s'éleva, voyant tous les regards fixés sur son collier, elle y porta les yeux et frémit d'épouvante. « Je suis allée chez l'enchanteur Merlin, » dit-elle humblement, car elle comprit d'où partait le coup et n'osa pas soutenir davantage son mensonge. À peine eut-elle confessé la vérité que le collier reprit toute sa beauté. Mais les grands éclats de rire qui retentissaient autour d'elle l'humilièrent à tel point qu'elle prouva le besoin de se réhabiliter. « Vous avez bien tort de rire, car il nous a parfaitement reçus, mes parents et moi. Il avait envoyé sa voiture pour nous chercher à la ville voisine. Et si vous pouvez croire que c'est une belle voiture, 6 chevaux blancs et des coussins de satin rose avec des glands d'or, sans parler du cocher et des 3 grands laquais qui étaient derrière. Quand nous sommes arrivés à son palais, il nous a conduits dans la salle à manger, où nous nous avons servi des choses que je ne veux pas vous nommer, parce que vous n'en avez jamais entendu parler. Il y avait d'abord les rires qu'on étouffait à grande peine depuis qu'elle avait commencé ce beau récit, devinrent en ce moment si bruyants qu'elle s'arrêta tout interdite, et jetant encore une fois les yeux sur le malheureux collier, elle eut un nouveau frisson. À chaque détail qu'elle inventait, le collier s'allongeait, et déjà, sans qu'elle ait fit attention, il touchait à ses pieds. « Tu nous en dis pas plus qu'il n'en a !» s'écrièrent les petites filles. « Eh bien, j'en conviens, nous sommes arrivés à pied, nous sommes restés 5 minutes. » Le collier remonta sur le champ à son poste. « Et le collier, d'où vient-il ? Il me l'a donné sans rien dire, probable. » Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage. Le fatal collier se rétrécissait, si bien qu'il lui serrait la gorge horriblement, et que déjà elle tirait la langue. « Tu nous dis pas tout !» crièrent les autres, et elle se dépêcha, pendant qu'elle pouvait encore parler, de leur jeter bien vite ces mots. « Il a dit que j'étais une menteuse de première force. » Délivrée aussitôt du lien qui l'étranglait, elle continua en pleurant de honte et de douleur. « C'est pour cela qu'il m'a donné ce collier. Il a dit que c'était un gardien de la vérité, et j'étais une fière sotte de me réjouir. » Ses petites compagnes compatirent à sa peine, car en bonnes filles qu'elles étaient, elles se mettaient à sa place. Vous conviendrez en effet que c'est un peu effrayant pour une demoiselle de penser qu'on ne pourra plus jamais fausser la vérité. « Tu es bien bonne, lui dit la plus éveillée. À ta place, je n'en aurais ni une ni deux, et j'aurais bientôt envoyé promener le collier, tout beau qu'il est. Il est bien trop gênant. Qui t'empêche de l'ôter ?» La pauvre petite se taisait, mais le collier se mit à danser, tant et tant que les pierres, en s'entrechoquant, faisaient un bruit infernal. « Il y a quelque chose que tu nous dis pas, » reprit la bande remise en gaieté par cette danse extraordinaire. « C'est une idée que j'ai comme cela de le garder. » Les diamants et les améthystes dansaient et se heurtaient toujours. « Tu as une raison que tu nous caches. »« Allons, puisqu'on ne peut rien vous cacher. Il m'a défendu de l'ôter, sous peine d'un grand malheur. » Et le collier se calma subitement. Vous concevez maintenant qu'avec un camarade de ce genre-là, qui se métamorphosait quand on trahissait la vérité, qui s'allongeait quand on y ajoutait, qui se rétrécissait quand on se retranchait, et qui se mettait à danser quand on la taisait, un camarade
dont on ne pouvait pas se débarrasser par-dessus le marché, il n'était plus possible, même à la menteuse la plus déterminée, de ne pas marcher droit dans le chemin de la vérité. Une fois qu'il fut bien entendu pour elle que tout mensonge serait inutile et que l'on découvrirait à l'instant même, il ne lui fallut pas un grand effort pour y renoncer. Qu'arriva-t-il quand elle se fut habituée à dire toujours la vérité? Elle s'en trouva si bien, elle se sentit la conscience si légère et l'âme si tranquille, qu'elle prit le mensonge en horreur pour lui-même, et le collier n'avait plus rien à faire à son cou. Aussi, bien avant l'année écoulée, on vit arriver l'enchanteur Merlin, qui avait besoin de son collier pour un autre enfant menteur, et qui savait, grâce à son art, qu'il n'était plus utile là où il l'avait mis. Ce qu'est devenu ce merveilleux collier de vérité, personne n'a pu me le dire. Il paraît qu'après la mort du grand Merlin, les héritiers eurent peur des ravages qu'il pourrait faire sur la terre et qu'ils le firent disparaître. Des voyageurs qui revenaient du centre de l'Afrique ont raconté qu'ils l'avaient vu sur un roi qui ne savait pas mentir, mais ils n'ont jamais pu le prouver. Toujours est-il qu'on le cherche encore. Et si j'étais un petit enfant menteur, je ne serais pas tout à fait rassuré, car on pourrait bien le retrouver. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.